Merci beaucoup. Chute chez le sujet âgé, situation fréquente à ne pas sous-estimer. Je pense que nous, gériatres, nous ne sous-estimons pas le problème des chutes du sujet âgé, c'est notre quotidien. Et s'il y a bien un domaine qu'il faut que nous maîtrisions, c'est celui des chutes chez la personne âgée. Pourquoi faut-il s'y intéresser ? Il faut s'y intéresser parce qu'évidemment, les chutes, c'est fréquent et c'est souvent grave. J'ai repris ici cette illustration du problème des chutes en termes de santé publique. Vous savez que dans la population des plus de 65 ans, c'est à peu près un tiers de la population qui tombe chaque année. Si l'on prend les plus de 80 ans, c'est la moitié de cette population qui va tomber chaque année. Et dans cette population qui chute, la moitié vont chuter plusieurs fois dans l'année. Les conséquences, elles sont traumatiques, bien sûr. Tout à l'heure, Philippe Chassagne rappelait que 5% des chutes pouvaient conduire à une fracture, environ 2 à 3% peuvent conduire à une fracture de l'extrémité supérieure du fémur, mais il y a d'autres conséquences traumatiques, vous le savez. Il y a les problématiques de ces stations prolongées au sol qui, elles aussi, peuvent avoir des complications sévères chez la personne âgée. Il y a la peur de tomber, chez un sujet âgé qui est tombé et qui souvent va du coup moins sortir, moins s'exercer, et du coup marcher encore moins bien, avoir moins encore de confiance, et puis retomber. Et enfin, la chute du sujet âgé, c'est la première cause de mortalité accidentelle, qu'on appelle mortalité par accident de la vie courante. En France, c'est à peu près 9000 morts par an attribuables aux chutes. Et pour vous donner un ordre de comparaison, la mortalité par accident de la route en France, c'est 3500 morts par an. Les chutes du sujet âgé, c'est à peu près 9000 morts par an. On est donc bien là dans un problème de santé publique et qui concerne tout le monde, qui concerne d'abord les médecins généralistes, qui concerne les personnes elles-mêmes, qui concerne les familles, qui concerne peut-être aussi les responsables politiques, les responsables des hôpitaux, les responsables des maisons de retraite, mais qui nous concerne évidemment, nous, très directement en gériatrie. La deuxième raison pour laquelle il faut s'intéresser aux chutes, c'est qu'on est capable, avant même la chute, de repérer le sujet qui va tomber ou qui est à haut risque de chute. Et ce sont là les recommandations de la Haute Autorité de Santé il y a quelques années. On peut facilement repérer les sujets à haut risque, et ça prend environ 1 minute. Il suffit de demander au patient « Êtes-vous tombé cette année ?» et si oui, combien de fois êtes-vous tombé ? Et puis de faire un petit test d'équilibre. On peut proposer différents tests d'équilibre, mais celui qui est le plus souvent proposé, c'est le Time Up and Go test, j'y reviendrai. Donc, évaluer le risque de chute chez un individu âgé, c'est facile. Il suffit de poser la question « Êtes-vous tombé ?» et puis on fait un petit test d'équilibre, ça prend 1 minute au total. Pourquoi s'y intéresser aussi ? C'est parce qu'on peut faire quelque chose chez un sujet qui est déjà tombé ou chez un sujet qui est à risque de tomber pour diminuer le risque de chute. Et notamment, on peut faire quelque chose parce que parmi les facteurs de risque de chute, il y en a un certain nombre qui sont modifiables, qu'on peut corriger. Alors bien sûr, on ne peut pas corriger l'âge, on ne peut pas corriger les antécédents de chute. Mais par contre, s'il y a des troubles visuels, eh bien, potentiellement, on peut corriger les troubles visuels. S'il y a des troubles de l'équilibre, de la marche, vous savez bien qu'on peut améliorer le patient par des exercices physiques. S'il y a une peur de tomber, et la peur de tomber est, je l'ai dit, un facteur de risque de chute en soi, on peut aussi faire diminuer la peur de tomber, notamment par une remise en confiance par l'exercice. De la même façon, parmi les facteurs de risque environnementaux, on peut en corriger l'incontinence, les prescriptions médicamenteuses, et on a dit tout à l'heure que les principaux responsables de chute parmi les médicaments sont les psychotropes, bien là aussi on a le pouvoir d'agir pour diminuer la prescription de psychotropes. Donc on a des facteurs de risque nombreux, mais parmi ces facteurs de risque, il y a des facteurs de risque qui sont susceptibles d'être corrigés, ce qui permettra potentiellement de diminuer le risque de nouvelles chutes et le risque de conséquences en cas de chute. Les facteurs de risque potentiels de chute sont extrêmement nombreux et quand on cherche les facteurs de risque chez un individu qui est tombé, âgé, généralement on va trouver de multiples facteurs de risque. Il est très rare qu'on trouve une seule cause. Généralement, on va trouver plusieurs facteurs de risque qu'on classe habituellement, comme pour tout syndrome gériatrique, en facteurs individuels dans lesquels on distingue les facteurs prédisposants et les facteurs précipitants. Et puis, il y a les facteurs environnementaux qui sont liés au logement, mais qui sont également à l'extérieur de la maison. Je voudrais insister seulement sur certains de ces facteurs de risque. J'ai dit tout à l'heure, je voulais insister sur
le problème de la prise des psychotropes. Je voulais dire aussi un mot, on en a parlé tout à l'heure, de l'hypotension orthostatique et des traitements antihypertenseurs, surtout pour que vous preniez en compte que la problématique traitement antihypertenseur, hypotension, chute n'est pas si simple qu'il n'apparaît d'abord. L'hypotension orthostatique est fréquente chez le sujet âgé fragile, c'est un facteur de risque de chute. Elle est plus fréquente chez le sujet hypertendu. Les traitements antihypertenseurs peuvent favoriser l'hypotension orthostatique, mais ce qu'on sait aussi, c'est que l'hypotension orthostatique est d'autant plus fréquente que le sujet est hypertendu et est plus fréquente chez le sujet hypertendu non contrôlé que chez le sujet hypertendu bien contrôlé. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous trouvez une hypotension orthostatique chez un sujet âgé hypertendu traité par antihypertenseur que vous devez automatiquement diminuer le traitement antihypertenseur. Ce qu'il faut faire chez un sujet qui a une hypotension orthostatique, qui est hypertendu et traité, c'est évaluer la qualité du contrôle tensionnel. Si vous avez un patient qui se promène avec 11 de tension artérielle systolique, c'est sûr qu'il est surtraité. Il faut diminuer le traitement. Mais vous en avez d'autres qui ont 17 de tension artérielle. Ils ont une hypotension orthostatique, ils sont traités. Ce qu'il faut faire, c'est une mesure ambulatoire de la pression artérielle ou des mesures répétées à domicile pour apprécier la qualité du contrôle tensionnel. Et parfois, vous aurez des cas où les gens sont en fait insuffisamment traités. Et donc, il ne s'agira pas, parce qu'il y a eu hypotension, de diminuer simplement le traitement antihypertenseur. Je voulais simplement insister sur le fait que ces relations, hypertension, traitement antihypertenseur, hypotension orthostatique, chute, sont plus complexes qu'il n'y paraît d'abord. Je voulais insister également sur les troubles cognitifs, toujours bien sûr rechercher des troubles cognitifs chez un sujet âgé chuteur, car dans toutes les maladies de la mémoire, les chutes sont fréquentes, en pensant tout de même que la chute est rarement inaugurale dans la maladie d'Alzheimer, alors qu'elle est beaucoup plus souvent inaugurale dans d'autres pathologies, comme par exemple la paralysie supranucléaire progressive, où typiquement les gens vont rentrer dans la maladie par des chutes. N'oubliez pas les facteurs environnementaux. Alors en France, les facteurs comportementaux. En France, évidemment, il y a l'alcoolisme. On a beaucoup de sujets âgés qui prennent des boissons alcoolisées, souvent parce qu'ils sont seuls. Et on sait la toxicité potentielle de la prise de boissons alcoolisées qui vont favoriser les chutes. Mais dans les facteurs comportementaux, on met aussi un certain nombre de prises de risques qui sont inconsidérées. Beaucoup de sujets âgés qui sont tombés ont peur de tomber et vont moins s'exercer, vont limiter beaucoup leur activité. Mais on en a d'autres, paradoxalement, qui ont l'air de se moquer un peu des chutes, qui continuent de monter sur des escabeaux plus branlants qu'ils ne sont eux-mêmes, qui aussi, et il faut y penser, se chaussent très très mal. En France, le pire chaussage qu'il faut toujours savoir repérer sont les mules. Je pense que vous avez l'équivalent au Maroc. Et ça aussi, c'est un facteur de risque qu'il est plutôt facile de corriger pour peu qu'on y pense et qu'on aille le chercher. Donc de nombreux facteurs de risque de chute qu'il faut aller chercher chez l'individu à haut risque. Et puis à côté des facteurs de risque de chute, il y a les facteurs de gravité en cas de chute, parmi lesquels on trouve le déficit en vitamine D. S'il y a bien un dosage, un examen à faire chez le sujet âgé chuteur, c'est le dosage de la vitamine D pour corriger un déficit en cas de déficit. C'est également l'ostéoporose, bien sûr, qu'il faut savoir diagnostiquer. Alors je ne sais pas ce qu'il en est précisément au Maroc, mais en France, je peux vous dire qu'on est nul, archi nul, dans le diagnostic et le traitement de l'ostéoporose. S'il y a bien une circonstance où il est facile d'imaginer qu'un patient puisse être ostéoporotique, c'est quand il vient de se faire une fracture de l'extrémité supérieure du fémur ou une fracture du bassin. Ce n'est pas difficile de penser que le patient est ostéoporotique. Eh bien, en France, c'est 15% des gens qui ont fait une fracture typiquement ostéoporotique qui vont être traités par un traitement anti-ostéoporotique. Donc vous voyez qu'on a une marge d'amélioration qui est très considérable. Il y a la question des médicaments anticoagulants et aussi antiagrégants. Indéniablement, la chute chez un patient qui est sous traitement anticoagulant ou antiagrégant augmente le risque d'accident hémorragique. Faut-il, chez un sujet âgé chuteur, même multi-chuteur, renoncer à prescrire un traitement anticoagulant quand il est parfaitement indiqué, notamment dans la fibrillation atriale du fait des chutes? Sûrement pas.
Ce qu'il faut faire, c'est que pour tout sujet à qui on prescrit un traitement anticoagulant, notamment dans le cadre de la fibrillation atriale, c'est évaluer le risque de chute. Et si le sujet a un risque élevé de chute, il faut essayer de diminuer ce risque de chute pour diminuer le surrisque hémorragique lié aux chutes. Mais il faut quand même laisser le traitement anticoagulant quand il est indiqué. Par contre, soyez vigilants, lorsque ça n'est pas nécessaire, à ne pas laisser une association de traitement anticoagulant pour quelqu'un qui a une fibrillation atriale et également une cardiopathie ischémique stable, et laisser l'association anticoagulant antiagrégant. Vous savez qu'à 1 an d'un événement coronaire chez le patient atteint d'une cardiopathie stable, en fibrillation atriale, on laisse seulement le traitement anticoagulant pour limiter le risque hémorragique. Donc là aussi, n'ayez pas un raisonnement simple. Chuteur, pas de traitement anticoagulant, c'est certainement pas une chose à faire pour le bien de son patient. L'impossibilité de se relever du sol, c'est aussi un facteur de gravité potentiel. Et là aussi, il y a des choses à faire. Équiper le patient du téléalarme, lui apprendre à se protéger lorsqu'il reste à terre, mais également lui apprendre à se relever du sol. Et l'apprentissage du relevé du sol appartient à la rééducation du sujet âgé chuteur. Évidemment, ne pas savoir se relever du sol, c'est surtout grave quand on est isolé. Pourquoi s'intéresser aux chutes ? Parce que, comme je l'ai dit, on peut réduire le risque de chute. Et la première à en avoir fait la très belle démonstration, c'est Madame Tinetti, Marie Tinetti, une personne que j'admire, moi qui m'intéresse aux chutes. C'est la papesse de la chute dans le monde. Elle est américaine et elle avait, vous voyez que c'est une vieille étude, en 1994, réalisé la première belle étude randomisée où avaient été inclus des patients de plus de 75 ans, pour la plupart chuteurs ou ayant des facteurs de risque importants de chute. Et elle avait, c'est une étude randomisée en 2 groupes, un groupe contrôle où on demandait simplement aux gens tous les mois de renvoyer une petite fiche pour dire s'ils étaient tombés ou non, et puis le groupe intervention où on a recherché les facteurs de risque de chute pour corriger les facteurs de risque modifiables. Et dans cette étude interventionnelle, on a pour la première fois clairement montré que d'identifier et diminuer, corriger les facteurs de risque modifiables permettait de diminuer le risque de chute face à un groupe contrôle. Par la suite, de nombreuses études dites multifactorielles, c'est-à-dire où on agit sur les facteurs d'un individu en les identifiant et en les corrigeant, ont été réalisées. On dispose aussi de méta-analyses, la célèbre méta-analyse de la Cochrane 2012, qui démontre que globalement, les interventions multifactorielles chez des sujets à haut risque de chute permettent de diminuer le risque de chute. Alors on ne passe pas de plein de chute à 0 chute, comme vous le voyez, parce que finalement, dans cette méta-analyse, on diminue simplement, dans les groupes intervention versus les groupes témoins, de 25% le nombre de chutes. Mais on diminue quand même. D'autres méta-analyses plus récentes sont allées dans le même sens, confirmant que cette approche multifactorielle est efficace chez le sujet à haut risque de chute. Mais on peut également avoir des actions qui sont des interventions qui ne sont pas cette fois multifactorielles, mais qui sont unifactorielles. C'est-à-dire on décide pour l'ensemble de la population d'agir sur un seul facteur de risque. Évidemment, il faut choisir un facteur de risque qui est bien partagé dans la population. Mais par des approches unifactorielles où on n'agit que sur un facteur de risque, et notamment, on a pu démontrer l'intérêt de l'exercice physique, c'est dans ce domaine qu'on a le plus d'études, qui démontrent que chez des sujets âgés, plus ou moins à risque de chute, si on leur fait faire de l'exercice physique, on diminue le risque de chute. Il faut que l'exercice physique comprenne des exercices d'équilibre, en plus d'exercices d'endurance et de renforcement musculaire. On a pu montrer aussi que l'apport de vitamine D chez des sujets déficitaires en vitamine D permettait de réduire le risque de chute, que si l'on aménageait bien l'environnement, surtout avec l'intervention d'une ergothérapeute, là encore, on pouvait diminuer le risque de chute, que si on diminuait la prescription de psychotropes, on pouvait aussi avoir un effet. Et si on opérait d'un patient qui avait une cataracte, eh bien là aussi on diminuait le risque de chute. D'autres interventions également, notamment sur le chaussage, pouvaient aussi avoir un intérêt, même comme ça, comme une action unique, la même pour toute la population. Et finalement, donc, on voit qu'il y a 2 approches différentes potentielles. Il y a une approche en population, car finalement la chute, ça intéresse l'ensemble de la population âgée, donc une approche populationnelle.
et puis une approche individuelle pour les sujets à haut risque, qui sont ceux que nous, on côtoie dans nos services de gériatrie. Pour l'ensemble de la population, où on va trouver des gens à haut risque, mais aussi beaucoup de gens à faible risque, on a évidemment une approche unifactorielle, on va choisir d'agir sur un seul facteur, et puis pour le sujet le plus à risque, on va avoir l'approche multifactorielle d'identification des facteurs de risque pour corriger les facteurs de risque propres à l'individu. En approche populationnelle, sur quels facteurs de risque peut-on agir? Bien sûr, la diminution de la qualité de l'équilibre de la marche par une activité physique. Et c'est sûr qu'on peut proposer largement des groupes de gymnastique, des groupes de tai chi à des populations âgées qui vivent à domicile. On peut aussi faire des campagnes de presse auprès des prescripteurs, mais aussi des personnes âgées, pour qu'elles consomment moins de psychotropes, en particulier moins d'hypnotiques, moins de benzodiazépines. On peut faire des campagnes sur l'aménagement du domicile pour que les personnes âgées aient un domicile bien aménagé, comportant moins de facteurs de risque environnementaux. Pour les individus les plus à risque, cette fois on sera sur une approche très individualisée, visant à chercher les facteurs de risque de chute, les facteurs de gravité potentielle en cas de chute de l'individu pour corriger les facteurs de risque de l'individu. C'est l'approche multifactorielle qui correspondait à l'étude de Marie-Tinetti que je vous ai présentée tout à l'heure. Car la chute est bien multifactorielle, les facteurs de risque varient d'un individu à l'autre. Dans une approche multifactorielle pour le sujet à haut risque, on va identifier les facteurs de risque de l'individu et corriger les facteurs de risque modifiables pour diminuer le risque. Je voudrais aussi insister sur l'évaluation clinique du risque de chute. Pour évaluer le risque de chute, j'ai dit qu'il y a une question tout à fait essentielle, centrale, parce que finalement c'est l'élément le plus prédictif de nouvelles chutes, c'est êtes-vous tombé? Et puis après on peut faire des tests d'équilibre. Il n'y a aucun test qui soit vraiment le gold standard, mais il y a un certain nombre de tests qui ont été bien validés, qui sont faciles à réaliser pour évaluer le risque de chute. Un test facile à réaliser, très court, c'est la station unipodale. Et finalement, la validation de ce test, on le doit à l'équipe toulousaine de Bruno Velas. En quoi consiste ce test? On demande à la personne de lever un pied, et puis elle doit tenir 5 secondes. Si elle ne tient pas 5 secondes, on sait qu'elle est à haut risque de chute, et notamment de chute grave, dans l'année qui suit. Alors il y a deux façons de faire. Soit vous mettez la personne derrière une chaise, elle tient le dossier, elle lève un pied, et puis quand elle a l'équilibre, vous lui dites de lâcher, elle doit tenir 5 secondes. L'autre façon de faire, c'est de se mettre en face d'elle, lui tenir les deux épaules, vous lui demandez de lever le pied, et puis vous lâchez, elle doit tenir 5 secondes sur un des deux pieds. Un autre test, qui est un test qui est validé pour apprécier le risque de chute, et qui finalement évalue surtout la force musculaire. J'en ai parlé tout à l'heure, parce qu'il est une composante du SPPB, c'est le test de levée de chaise, où on demande à une personne de se lever 5 fois d'une chaise sans l'utilisation des mains. On chronomètre la personne pendant la réalisation de ce test, et on considère qu'il est anormal si elle met plus de 15 secondes à réaliser ces 5 levées. Là encore, c'est un test très simple, très court à réaliser, et qui est finalement une assez bonne mesure de la force musculaire. Il y a la fameuse vitesse de marche, c'est formidable la vitesse de marche. La vitesse avec laquelle on marche spontanément est finalement un excellent reflet de l'état de santé des personnes âgées. Et on sait que des personnes âgées qui vont être lentes lors de leur déplacement sont plus à risque de chute. Le seuil habituellement retenu, c'est 0,8 mètres secondes, le seuil de la normale. Et puis, tout le monde connaît le Time Up and Go test extrêmement célèbre qui consiste à demander à une personne de partir d'une chaise avec un dossier, faire 3 mètres, demi-tour, revenir vers la chaise et se rasseoir ou faire le tour de la chaise. Dans le Get Up and Go test, non chronométré, il faut faire le tour de la chaise. Mais dans le Time Up and Go test, on ne demande pas le tour de la chaise. La personne se lève, fait 3 mètres, demi-tour, revient vers la chaise, se rassoit. C'est ça qu'on chronomètre. Et le seuil de normalité est discuté. Le plus anciennement, on avait pris 30 secondes. 30 secondes, en fait, quand le patient met plus de 30 secondes, c'est plutôt annonciateur d'une perte d'indépendance fonctionnelle. Ensuite, le seuil a été ramené à 20 secondes pour prédire le risque de chute.
Aujourd'hui, on sait que probablement il faut considérer un seuil encore plus bas, à 14 voire à 11 secondes. Moi, volontiers, je considère le seuil de 14 secondes comme étant le plus prédictif d'un risque de chute ou d'une absence de risque de chute. Il y a également les épreuves en double tâche, je l'ai dit tout à l'heure, les troubles cognitifs, même très précocement. Et très précocement, on a souvent, dans les différentes maladies, des troubles dysexécutifs, des troubles de l'attention, des difficultés d'attention partagée. Ces troubles cognitifs qui vont donc survenir très précocement dans l'évolution des maladies de la mémoire sont associés à un risque majoré de chute. Et le premier des tests qui a été validé, dit test en double tâche, où on demande de réaliser simultanément une tâche physique et une tâche cognitive, eh bien, c'est le Stop Walking When Talking, où Lundi Nolsson, qui est une infirmière suédoise qui travaillait dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées, dans une maison de retraite, avait fait le constat que lorsqu'elle interpellait l'un de ses résidents qui marchait, et que la personne était obligée de s'arrêter pour répondre, eh bien, elle était plus à risque dans les suites de chuter que quelqu'un qui pouvait continuer de parler, plutôt continuer de marcher, tout en échangeant, tout en parlant avec Lundi Nolsson. Et c'est le premier test en double tâche qui a été validé, et je rends hommage à cette infirmière suédoise. Après, beaucoup d'autres tests en double tâche ont été développés en faisant finalement varier la tâche physique et varier la tâche cognitive. Et globalement, on sait que ces tests en double tâche, qui mettent en œuvre donc l'attention partagée, la capacité qu'a la personne à partager son attention entre la tâche physique et la tâche cognitive qu'on lui demande, eh bien, sont effectivement prédicteurs de risque de chute. Mais finalement, il n'a pas été démontré que ces tests en double tâche sont plus prédicteurs que les tests dont je vous ai parlé auparavant, le Time Up and Go Test, le SPPB ou la vitesse de marche. Il existe encore d'autres outils pour évaluer le risque de chute qui reposent en fait sur le recensement des facteurs de risque de chute, avec l'idée que plus on a de facteurs de risque de chute, plus on va tomber. Ce sont des outils un peu complexes que je ne conseille pas finalement d'utiliser au quotidien. Voilà, je voulais vous dire un mot donc rapide de cette évaluation du risque de chute chez le sujet âgé. Ensuite, comment fait-on pour des sujets à haut risque? Une fois qu'on a identifié les facteurs de risque, eh bien, on va, pour diminuer le risque de chute, corriger les facteurs de risque modifiables. Et c'est ce qu'on fait au quotidien, nous, dans notre hôpital de jour d'évaluation multidisciplinaire de la chute. On reçoit les patients. À plusieurs, on cherche les facteurs de risque, on évalue le risque de chute, on cherche les facteurs de gravité potentiels. Et puis, une fois qu'on a identifié ces facteurs de risque, ces facteurs de gravité, on fait des propositions pour diminuer le risque. On propose de diminuer les somnifères pour les arrêter, on propose de changer son régime alimentaire, on propose d'aller faire de la kinésithérapie, on propose d'enlever le tapis décollé du salon. Et puis, il en est de même pour les facteurs de gravité. Pour prévenir les conséquences en cas de chute, on va essayer de corriger les facteurs de gravité. On dose la vitamine D, on corrige un déficit, on recherche une ostéoporose, on va la traiter. On prescrit l'apprentissage du relevé du sol en même temps que la kinésithérapie. Et puis c'est là aussi potentiellement que se trouve la place des protecteurs de hanche, qui sont des petits systèmes qui sont glissés dans des sous-vêtements et qui donc se retrouvent appliqués sur la hanche. Et effectivement, il a été très bien démontré que ces protecteurs de hanche limitaient le risque de fracture de hanche. Le problème, c'est l'observance des gens, c'est-à-dire qu'au bout d'un temps, les gens ne portent plus les fractures de hanche et ils tombent. Quand les protecteurs de hanche sont dans le placard, évidemment, ça ne protège pas la hanche. Mais sinon, ce sont des outils qui marchent bien et qu'on peut utiliser dans certaines conditions. Je vous rapporte ici un peu l'expérience de cet hôpital de jour d'évaluation multidisciplinaire de la chute qu'on a créé à Lille il y a fort longtemps, puisqu'en 1995, donc on a maintenant près de 25 ans d'expérience. Et je vous donne ici une petite série de patients successifs, 541 consultants successifs, pour lesquels, donc, de manière multiprofessionnelle, on a recherché les différents facteurs de risque, et puis ensuite on a fait des propositions. Les principales propositions qu'on fait à nos sujets âgés chuteurs ou à haut risque de chute qu'on reçoit à cette consultation multidisciplinaire de la chute, c'est évidemment de la kinésithérapie,
On propose aussi très souvent, vous voyez, des aménagements du domicile, mais également des aménagements, enfin des changements, des adaptations du chaussage. On propose aussi, dans un grand nombre de cas, des examens complémentaires, notamment pour rechercher une ostéoporose ou pour rechercher des troubles cognitifs que l'on suspecte fort, parce qu'on fait toujours un petit test cognitif. Et d'ailleurs, le plus approprié chez le sujet âgé chuteur, c'est certainement le MoCA, plus que le MMS, pour la raison qui a été dite tout à l'heure, c'est-à-dire que le MoCA explore beaucoup mieux les fonctions des exécutives, et ces fonctions des exécutives, l'altération des fonctions des exécutives, joue un rôle majeur dans le risque de chute. On propose aussi très souvent des modifications des traitements, notamment pour apporter de la vitamine D, mais également pour arrêter les médicaments qui comportent le plus de risques, notamment les psychotropes. Est-ce que ça marche de faire ça, de faire des propositions pour corriger les facteurs de risque? Ben, ça marche. On en est convaincu. Et ici, pour ces mêmes patients, mais tous ne sont pas revenus à la consultation de contrôle prévue à 6 mois, vous voyez que ce sont seulement 2/3 des gens qui sont revenus, eh bien, on a significativement diminué le risque de chute, puisque dans les 6 mois qui précédaient la venue en consultation, on avait 3 chutes en moyenne chez les patients, chez nos consultants, et dans les suites, entre la moitié et 2/3 ne sont pas retombés, et le nombre de chutes dans les 6 mois qui suivent l'intervention, c'est 0,9 chutes à comparer aux 3 chutes. Et la plupart des patients ont effectivement rapporté avoir suivi plus ou moins totalement les recommandations. Et notamment, ce qui nous a frappé, c'est que beaucoup acceptaient les recommandations que l'on faisait pour le traitement. On a souvent l'idée que c'est impossible de faire arrêter un somnifère à un sujet âgé. Mais c'est faux. Beaucoup de sujets âgés sont effectivement convaincus que ce n'est pas très bien de prendre des somnifères depuis 20 ans. Et donc, beaucoup arrêtent. Il faut bien dire que le rôle du médecin traitant est aussi essentiel parce que lui aussi sait très bien la nocivité de ces traitements et donc il participe beaucoup de convaincre le patient âgé que si possible, il faut arrêter les traitements psychotropes inutiles. Ça, c'est notre expérience de l'évaluation multidisciplinaire de la chute, mais notre expérience, elle n'est pas unique, elle est ancienne, elle n'est pas unique. Et ici, je vous rapporte une étude qui a publié Hill, qui est australienne, une étude qui concerne une dizaine de cliniques de la chute en Australie, qui, exactement comme nous, réalisent cette évaluation pour chercher les facteurs de risque de chute et proposer des corrections des facteurs de risque modifiables. La population qui vient à ces cliniques de la chute ressemble beaucoup à celle que l'on reçoit en gériatrie, c'est une population gériatrique. Et finalement, les résultats observés dans ces cliniques de la chute sont très proches de celles que l'on observe, nous, dans notre expérience de l'évaluation multidisciplinaire de la chute, avec une diminution significative quand on compare le nombre de chutes dans les 6 mois qui précèdent au nombre de chutes dans les 6 mois qui suivent, une diminution significative du nombre de chutes, du nombre de chuteurs, mais également des blessures liées aux chutes. Donc ça marche, donc on peut faire quelque chose en pratique, on peut diminuer le risque de chute, et je pense que nous, gériatres, nous sommes les mieux placés pour le faire. Il me reste 36 secondes pour ma dernière diapositive, qui est une espèce de conclusion. La démarche face à un sujet chuteur à haut risque de chute, c'est donc une approche individualisée multifactorielle qui comporte un temps d'interrogatoire du patient et des proches, un examen clinique comportant évidemment des tests d'équilibre, mais aussi une recherche d'hypotension orthostatique, l'examen des pieds, etc. Une évaluation du risque de chute et de chute grave, une identification des facteurs de risque et des facteurs de gravité en cas de chute, des recommandations pour corriger tout ou partie des facteurs de risque modifiables. Ces propositions, il faut les faire aux patients, aux médecins traitants et aussi aux aidants et à l'aidant, celui qu'on appelle l'aidant principal de ce patient âgé, chuteur, qui est souvent un patient fragile. Il y a un dernier point sur lequel je n'ai pas le temps d'insister, mais qui est pourtant très important, c'est qu'il y a un long chemin, en réalité, entre je reçois, je suis malade, je chute, le médecin que je viens de voir, gériatre, il me fait plein de propositions, il faut que je change ma façon de manger, il faut que je change ma façon de m'habiller, il faut que je sorte plus, il faut que j'aille voir l'ophtalmo, etc. Il y a de loin entre recevoir des recommandations et puis les mettre en pratique. Pour ça, il faut que le patient prenne conscience qu'il est à risque de chute, qu'il a des facteurs de risque de chute, qu'il peut agir sur ces facteurs de risque de chute, qu'il va plus gagner
en agissant sur ces facteurs de risque, qu'il ne va perdre. Par exemple, si on lui dit vous devez prendre une canne en thé, c'est la seule bonne canne, eh bien peut-être que le patient il a conscience que probablement il tomberait moins s'il utilisait sa canne, mais comme il trouve que ça fait vieux la canne, il ne veut pas utiliser sa canne. Et finalement, toute cette démarche, ce temps long entre l'énoncé des recommandations et la mise en pratique des recommandations, eh bien c'est une démarche d'éducation thérapeutique. La démarche d'éducation thérapeutique que l'on a dans la maladie chronique, dans le diabète, dans l'asthme, on peut tout à fait l'appliquer aux patients âgés chuteurs parce que la chute, finalement, c'est une maladie chronique. Merci beaucoup de votre attention. Merci à vous, professeur Puiseux. Donc, la parole à la salle pour des questions par rapport à la première intervention de professeur Mahtar sur les vertiges paroxystiques. Moi, je vais vous poser une question. Je l'ai déjà posée en France, à nos ORL français. Je la pose aussi au Maroc. Indéniablement, comme vous l'avez montré, le vertige